Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette analyse sans détour d'un événement qui a secoué notre pays. Bienvenue sur Inside News RDC. Le 19 janvier 2026, le drapeau congolais a de nouveau flotté sur Uvira. Les images de liesse populaire ont fait le tour des réseaux sociaux. Des citoyens en larmes embrassaient les soldats des FARDC et les Wazalendo. Mais derrière cette célébration légitime se cache une vérité beaucoup plus complexe et franchement beaucoup plus inconfortable. Soyons clairs, la reprise d'Uvira n'a pas été uniquement le fruit d'une charge héroïque de nos soldats. Elle est aussi le résultat d'une reconfiguration géopolitique majeure orchestrée par les puissances occidentales, dont Washington figure en première ligne. Et tant que nous refuserons de regarder cette réalité en face, nous resterons des figurants de notre propre histoire. Pendant que Paul Kagame brillait par son absence au Forum économique mondial de Davos, 19-23 janvier 2026, le président Tshisekedi, lui, y était au cœur des discussions. Ce basculement diplomatique n'est pas fortuit. La signature des accords de Washington en décembre 2025, suivie 3 jours plus tard de l'offensive rwandaise sur Uvira le 10 décembre, a marqué un tournant. Kagame pensait pouvoir tester les limites de la nouvelle administration américaine. Il s'est trompé. Washington avait une feuille de route précise, sécuriser l'accès aux minerais stratégiques de l'Est congolais et contenir l'influence chinoise dans le bassin du Congo. Le retrait rwandais du 16 décembre a suivi rapidement cette provocation, signalant que les États-Unis n'accepteraient pas d'entrave à leurs objectifs géopolitiques. Et pendant que nos compatriotes célébraient dans les rues d'Uvira, certains de nos élites fêtaient leurs anniversaires dans l'opulence. Bahati Lukwebo, ex-président du Sénat et figure politique du Sud Kivu, a célébré ses 70 ans à Dubaï en janvier 2026, loin des réalités de sa région. Ce contraste n'est pas une anecdote, c'est le reflet d'une élite déconnectée des souffrances de son peuple. Et c'est précisément ce cancer que nous devons extirper si nous voulons transformer cette victoire militaire en une véritable reconstruction nationale. Soyons directs. Selon plusieurs analyses de sécurité publiées en janvier 2026, les forces gouvernementales congolaises n'auraient pas pu facilement reprendre Uvira sans assistance technologique étrangère substantielle. Des rapports non confirmés évoquent l'utilisation de drones de surveillance américains et du soutien des services de renseignement israéliens pour identifier les positions des forces du M23 et du Rwanda. Ces allégations, bien que documentées par des médias régionaux, n'ont pas été confirmées officiellement par le gouvernement congolais ni par les autorités américaines. Ce qui est avéré, en revanche, c'est ceci. Plusieurs officiers généraux et officiers supérieurs ont été arrêtés depuis décembre 2025 pour suspicion de complicité avec le M23 et le Rwanda. Et ces arrestations ne sont pas encore terminées. Il est clair que certaines arrestations à venir sont en marche, même dans la classe politique. Le gouvernement congolais a confirmé ces arrestations, révélant une gangrénation sérieuse au sein de nos structures militaires. Que ces officiers aient été débusqués par la cybersécurité américaine ou par nos propres services, la question demeure. Pourquoi notre propre armée était-elle incapable de nettoyer ses rangs ? C'est ce moment de vérité qui définit la faiblesse institutionnelle de la RDC. Nous avons eu besoin de l'aide étrangère, non parce que nos soldats manquent de courage, mais parce que notre État manque de cohérence et est toujours infiltré à un niveau profond. Mais au milieu de cette humiliation géopolitique, il y a eu une lueur d'espoir authentique. Les Wazalendo. Ces citoyens engagés n'ont pas attendu les ordres de Washington ou de Kinshasa pour défendre leurs terres. Quand les FARDC ont pénétré à Uvira en janvier 2026, les Wazalendo étaient déjà sur le terrain, combattant depuis des mois pour chasser les occupants. La liesse populaire qui a accueilli les troupes loyalistes contredisait frontalement le récit que Kagame tentait de diffuser depuis des années. On nous disait que les populations de l'Est rejetaient les FARDC, qu'elles préféraient le M23, que le gouvernement congolais était illégitime dans la région. Or, les images montrent le contraire.
Les 200 000 civils qui avaient fui vers le Burundi commencent à rentrer progressivement. Pas parce que Kigali l'a ordonné, mais parce qu'ils reconnaissent leur drapeau. Cette dimension humaine est peut-être la victoire la plus importante. Le peuple congolais ne croit plus aux promesses de Kigali. Les Wazalendo incarnent ce patriotisme brut, sans calcul, sans corruption. Ils sont la preuve vivante que l'amour de la patrie existe encore, même face aux logiques d'empire et de minerais. Mais soyons lucides. Une nation ne peut pas déléguer sa sécurité à des milices citoyennes, aussi patriotes soient-elles. L'État doit se muscler. Les FARDC doivent non seulement consolider cette reprise, mais aussi gagner la confiance des populations par des comportements exemplaires. Car il existe des allégations que nous devons prendre au sérieux de représailles contre certaines communautés après la reprise d'Uvira. Le gouverneur du Sud Kivu a confirmé que les militaires sécurisent actuellement les quartiers habités par les Banyamulenge. Cette protection est légitime et nécessaire. Mais elle doit être exemplaire, car toute dérive alimenterait à nouveau le récit rwandais de minorités persécutées. Pendant 30 ans, le Rwanda nous a servi la même soupe, la protection des minorités Banyamulenge. Le CNDP, puis le M23, prétendait défendre une communauté congolaise en danger. Ce narratif a longtemps fonctionné. Il a permis à Kagame de jouir d'une certaine complaisance occidentale, se cachant derrière la mémoire du génocide rwandais de 1994. Mais depuis 2023, les déclarations de Paul Kagame ont révélé les véritables enjeux. En avril 2023, Kagame avait déclaré au Bénin « Une partie du Rwanda a été donnée au Congo et à l'Ouganda », remettant explicitement en cause les frontières coloniales. Cette rhétorique a été réactivée en janvier 2026, signalant une ambition révisionniste territoriale. L'Est de la RDC, selon cette logique, devrait appartenir au Rwanda. Traduisons. Le prétexte humanitaire n'était qu'un paravent. Le vrai problème aux yeux de Kigali, ce n'est ni Tshisekedi, ni la gouvernance congolaise, mais les frontières héritées de l'époque coloniale. C'est une revendication impérialiste classique déguisée en protection ethnique. Dans un pays de plus de 450 groupes ethniques, il n'existe ni minorité absolue en danger, ni minorité dangereuse. Le problème des Banyamulenge est un problème de vivre ensemble entre Congolais. Il appartient aux Congolais de le résoudre avec ou sans l'aide du Rwanda. Sauf que le Rwanda, lui, ne vient pas en conseiller, il vient en conquérant. Le gouvernement congolais a d'ailleurs reconnu depuis 2020 l'intégration pleine des Banyamulenge à la nationalité congolaise. Le débat juridique est clos. Ce qui reste, c'est un problème politique. Comment garantir la coexistence pacifique entre tous les Congolais? La réponse ne passe pas par Kigali. Elle passe par Kinshasa, par des institutions fortes, par une armée disciplinée et par un État qui protège toutes ses populations sans distinction. Corneille Nangaa, le leader de l'AFC M23, a accusé après janvier 2026 les forces gouvernementales de règlement de compte visant les Banyamulenge. Sur ce point, nous devons être d'une clarté absolue. Si des abus ont été commis, ils doivent être documentés, dénoncés et sanctionnés. Aucune communauté ne doit payer le prix pour avoir été manipulée par une puissance étrangère. Mais instrumentaliser ces tensions pour justifier une agression étrangère, c'est inacceptable. C'est aussi la preuve qu'une main étrangère continue de diriger certains acteurs locaux. Mais les Banyamulenge eux-mêmes ne sont plus dupes. Ils ont directement accusé le M23 et le Rwanda de chercher à poser des actes sur leur vie afin d'incriminer les FARDC et les Wazalendo pour soi-disant prouver ou justifier leur message de protection de minorités. Du 19 au 23 janvier 2026, le Forum économique mondial se tenait à Davos. Paul Kagame, autrefois invité vedette, figure de proue du miracle rwandais, en était absent. Félix Tshisekedi, lui, y était présent, discutant directement avec les décideurs mondiaux de climat, de développement et de stabilité régionale. Cette absence tacite de Kagame n'est pas anodine. Elle envoie un message géopolitique clair. Washington et l'Occident collectif ont changé de partenaire en Afrique de l'Est.
Le coût politique de l'agression contre la RDC s'est avéré trop élevé. Les sanctions américaines annoncées contre le Rwanda à la fin 2025 en ont été le prélude. Davos en a été l'acte symbolique. Cela signifie quoi pour la RDC? Cela signifie une fenêtre pendant laquelle Tshisekedi peut consolider le contrôle territorial, renforcer ses institutions et transformer cette respiration diplomatique en avancée durable. Mais cette fenêtre ne durera que si nous ne la gâchons pas. Elle se fermerait rapidement si les FARDC commettaient des violences systématiques contre les civils. La corruption continuait à gangrener nos structures militaires et gouvernementales. Nous retombions dans la dépendance technologique sans construire nos propres capacités. La reprise d'Ouvira est une victoire. Elle ne résout rien, mais elle ouvre une porte. Et cette porte, nous ne la garderons que si nous sommes sérieux. D'abord, il faut sécuriser les territoires récupérés. Les FARDC doivent être présentes, disciplinées et au service des populations locales, pas contre elles. Chaque soldat doit comprendre qu'il défend la RDC, pas une faction politique. Ensuite, il faut restaurer la confiance. Les populations de l'Est ont subi 3 décennies de conflits, de déplacements, de traumatismes. Elles ne voudront croire en une paix durable que si elles voient des changements concrets. Routes reconstruites, écoles réouvertes, justice pour les crimes passés. Enfin, il faut cesser de mendier l'aide étrangère pour chaque opération. Les drones américains, la cybersécurité israélienne, les renseignements français, tout cela a été utile. Mais nous ne serons jamais vraiment souverains tant que nous dépendons de l'équipement étranger pour défendre notre propre territoire. Il est temps de construire, en parallèle, des capacités de défense et de renseignement endogènes. Oui, cela prend du temps, mais c'est le prix de la souveraineté. Le 19 janvier 2025, nous avons célébré. C'était justifié. Uvira est revenu au Congo. Les Wazalendo ont montré qu'ils avaient le courage que certains au gouvernement semblaient avoir perdu. Les FARDC ont prouvé qu'elles pouvaient combattre efficacement quand la volonté politique était là. Mais une bataille gagnée n'est pas une guerre terminée. Et une reprise territoriale n'est pas une reconstruction nationale. Ce que nous devons faire maintenant, c'est transformer cette victoire diplomatique et militaire en une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête de la corruption, de l'incompétence et de l'indifférence élitaire. Si nous ne le faisons pas, la liesse d'aujourd'hui se transformera en amertume et Kagame en rira de Kigali. C'était Julia. La vérité est notre seule arme, le patriotisme notre seul bouclier. Gardez les yeux ouverts sur notre dignité.